Réussir sans un travail assidu est aussi peu probable que de récolter là où l'on n'a pas semé. C'est un proverbe japonais. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes à ce midi et on dit ensemble, c'est maintenant! Que c'est toujours avec un cœur plein de joie et de bonheur que nous nous retrouvons pour égrener ensemble à ces 52 minutes. Bienvenue. Merci de votre présence, merci de votre chaleur et chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, avec moi autour de cette table, Al-Hussein Sidibé. Oui Caroline, je vais super bien et je te promets, tu as raison de souligner que ce public est vraiment, chaleureux parce que d'ailleurs, ça fait frisquer grave, ça caille grave. Mais quand on est ici, il pleut des cordes, il fait une pluie tunisienne, mais quand on est ici, auprès de ce public, mais je te dis pas, là j'ai chaud et je remarque la tête de Philo. Je vois la tête de Philo qui... T'as quoi sur Une tête fumante. Une tête fumante. Non, c'est parce que ça va tomber là. C'est la méditation. Alors, Al-Hussein, au niveau de ta chronique... Aujourd'hui, on parlera d'un objet plus que banal. Et non, pas que banal, je dirais. Un objet qui vous fera... Mais c'est quoi ça encore? Mais le gars, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Mais il a réfléchi. Mais c'est un bricoleur. Mais c'est un inventeur. Aujourd'hui, on parlera de l'ornimobile. Pour savoir ce que ça veut dire, restez branchés, restez connectés sur la chaîne qui rassemble. Et voilà, vous allez peut-être vous étonner aussi avec les affairages parce qu'Alissar Zena est avec nous ce mardi. Caroline, c'est toujours un plaisir pour moi de te retrouver les mardis. C'est un truc de ouf, ça. Parce que les mardis, je suis toujours contente parce que je mange. Et je suis rassasiée. En braise, on mange et voilà quoi. Aujourd'hui, on va parler de bébé. C'est pas moi, vous inquiétez pas. On va parler de médaille d'or. On va parler de grossesse qui fait le buzz. On va parler de mariage en cachette. Et on va parler des gars qui n'assument pas leur copine là. Voilà, donc ne bougez pas, parce que tout à l'heure, ça va... N'est-ce pas, Alissa? Eh oui, docteur Philo. Ouais, super bien, moi je vais bien, puis bon... Mais ça va ta tête là, ça va? Ouais, ça va. Excusez-moi, quand vous voyez, si ça arrive à cheveux là, dites-moi, il va enlever. Pardon, moi ça a brûlé cheveux, on dit, fille là, c'est pas une mousse, c'est ma tête qui est en train de brûler. Voilà. Et donc avec moi, c'est toute la tradition, nous allons parler de la... Fais attention, hein. Oui, ça va. Voilà, c'est tout le Japon qui est là. Excusez-moi pour la fumer, hein. Voilà, ceux qui peuvent cacher que ça, on ne sait jamais. Voilà, acceptez ça, on dit pour moi 10 minutes, après je vais... Mais Philo, attention, hein, parce que moi j'ai peur pour toi, tu n'es pas obligé de les garder. André, je suis obligé de faire comme les Japonais. Ah, il y a quoi? Oh, c'est quoi? Voilà. C'est bon comme ça. Ceux qui ont le secret là, ils vont porter ça. C'est bon. On va parler de... Et donc, c'est pas facile quand même d'être humoriste. Hein. Ouais, c'est pas facile. De gros risques. Tout ça, vraiment... C'est le feu, c'était le feu. Bien sûr. Mais les gens croyaient que c'était magie. Oh, ça brûlait. Ça brûlait. Bon, j'allais, je dépose. Et donc, comme je le disais, c'est le Japon, tout ça. Cette tenue-là, c'est le Zanbanging. Donc, j'ai fait l'école de Otaoshi, c'est au Japon. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'ai été élève là-bas. Donc, j'ai eu comme maître Akihito.
Voilà, et donc je suis là aujourd'hui pour vous donner les secrets nippons et tout ce qu'il y a dans la concentration japonaise. Vous avez vu tout à l'heure. Mais feu là. On te remercie, Dr Philo. Et voilà, nous avons un thème très intéressant aujourd'hui. Je vous invite donc à rester comme d'habitude devant votre écran. Et n'oubliez pas que nous sommes mardi. Alissa a donné les couleurs. Elle dit j'aime manger les mardis. J'aime les mardis parce que je mange. Chef Nguesson est dans la place. Comment tu vas? Alors, aujourd'hui, je vais proposer aux téléspectateurs du médaillon de bœuf forestier. De bœuf forestier. Forestier. Mon cher, on va tout entendre ici. Hein? Alors, tu choisis... Oui, Alissa. Alissa. Ah, mais ça fait quand même plusieurs fois que tu choisis Alissa. Hein? Attention, hein? Allez, c'est parti, Alissa, à la cuisine. Bonjour, chef Nguesson. Oui, c'est mon préféré, hein, je te le précise. Qu'est-ce qu'on a? Pardon. C'est mon préféré, je précise. Ton préféré d'où? De la nourriture. Alors, chef Nguesson, qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons comme menu du médaillon de bœuf forestier. D'accord. Et on a besoin de quoi pour faire ce plat-là? Ouais, pour les ingrédients, il nous faut 1 kg de filet de bœuf. Déjà bien nettoyé, en morceaux, du champignon de Paris entier. Pardon, pourquoi champignon de Paris? Il n'y a pas de champignons ici en Côte d'Ivoire? Mais si, mais comme ce n'est pas la période ici. D'accord. Ah, ok. Je pensais que tu voulais faire genre, en fait. C'est pour ça que tu as champignon de Paris. Autant pour moi. On y va. Nous avons besoin des échalotes émincées, de l'ail haché, du poireau émincé, des courgettes, excusez-moi, du poivron coupé en petits dés, de l'huile d'olive, de la crème fraîche, des herbes aromatiques, du bouillon de bœuf, du sel et du poivre. D'accord. Et comment se fait la cuisson? Oui, pour la technique de réalisation, il nous faut faire d'abord revenir les échalotes, du poireau, le poivron et de l'ail haché dans un peu d'huile pendant 5 minutes. Ensuite, on ajoute les médaillons de bœuf. On couvre, on laisse cuire au moins 5 minutes. Après 5 minutes de cuisson, on ajoute les champignons de Paris. Les champignons de Paris, on mouille avec le bouillon de bœuf. À défaut du bouillon, vous pouvez utiliser soit de l'eau ou bien du vin blanc. De l'eau ou du vin blanc. Pour ceux qui consomment du bouillon de bœuf, on couvre et on laisse cuire pendant 20 minutes. Après 20 minutes de cuisson, on crème, ça veut dire ajouter la crème fraîche. On rectifie l'assaisonnement, on couvre et on laisse cuire encore 10 minutes. Après 10 minutes de cuisson, on sait. La garniture d'accompagnement, c'est du riz aux olives noires. Et généralement, c'est servi à quelle occasion? Voilà. Bon, le plus souvent, quand on reçoit des amis, bien bon, juste au moins, souvent, de temps en temps, à la maison, on a envie de se faire plaisir, un week-end, en famille. Ou peut-être pendant les moments de fête? Oui, les moments de fête aussi. C'est bientôt la fête des mères. Aïssa le fera. Oui. Bien sûr. Maman chérie, n'est-ce pas? Non, maman, je fous tout. Elle, comme moi, elle aime foutre tout. D'accord. Nous, de temps en temps, on vous varie un peu. Effectivement, pour faire un peu genre Paris, machin et tout. D'accord. Donc, en 10 minutes, ce sera prêt? Non, en 40 minutes. En 40 minutes? D'accord, ok. La préparation dure 40 minutes. Et... Non, la préparation dure 10 minutes, la cuisson dure 30 minutes. Donc ça fait 40 minutes. D'accord. Tu vois où je suis assise, non? Oui. D'accord. C'est ça que tu vas me choisir. Il t'a bien remarqué. Merci beaucoup, Alissa. Merci. Chef Nguesson qu'on va retrouver, bien sûr, avant la fin de cette émission. Eh bien, vous voyez très bien Philo qui grimace, qui fait de grands gestes. Aujourd'hui, il est au Japon. Effectivement, nous allons voyager, nous allons très très loin. Nous irons au Japon tout en restant à Abidjan. Et oui, c'est possible. Alors, j'ai découvert le mystère du secret économique du Japon. Tel est le thème retenu pour ce jour. C'est un thème très très fort et fort intéressant à la fois. On retrouve Dr Philo pour son analyse. Merci.
du secret économique du Japon, comme tu l'as dit, Caro, c'est un thème fort pour un peuple fort. Moi, je ne détiens pas le mystère, je n'ai pas découvert le mystère du secret économique. Mais moi, j'ai étudié, je sais que j'ai étudié le Japon. En terminant, je sais que le Japon, c'est un grand peuple, c'est un peuple, ouais, une grande puissance mondiale, je crois la deuxième d'ailleurs. Et c'est plus de 125 millions d'habitants. Plus de ça, mais ça c'est plus de 20 fois, 30 fois la Côte d'Ivoire. 130 millions. 130, je dis plus de 130 millions. Donc combien de fois la Côte d'Ivoire? Ils sont nombreux comme ça, mais ça dit, c'est un peuple, ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Déjà les bébés japonais, et puis ils sont très économistes. Bébé japonais, quand il vient au monde par ses pleurs, on sait qu'il économise l'âme déjà. Comment est-ce qu'il pleure? On veut savoir. Bébé japonais, non mais il économise l'âme. Donc lui, il est là. Il ne pleure pas. Philo. On sait qu'il économise quelque chose déjà. Mais nous, bébés, lui-même, il vient déjà, mais il veut voir sage-femme, il veut voir l'ordonnance. Parce que le bébé japonais, déjà, depuis le vent de sa mère, on a dit qu'il faut économiser. Donc, on s'est dit quelque part, les lampes peuvent servir peut-être à fabriquer des produits chimiques plus tard. Donc, ils économisent. Oh là là. Oui, mais au Japon, il n'y a pas de. Le pronom, il n'y a pas de jeu. C'est nous. Eux, c'est en groupe. C'est quoi les Japonais, ils ont fait palabre. Quand tu provoques un petit Japonais, c'est 1 million de Japonais qui ont envie de faire palabre avec toi. Eux, ils économisent tout. Imaginez que plus de 120... Ils font tout ensemble, quoi. Ouais, ils font tout ensemble. 120 millions, plus de 130 millions d'habitants. Et eux, ils mangent... C'est du riz. Et ils mangent du riz là-bas. Jusqu'à le reste, là, on envoie ça en Afrique. Et puis nous, on mange. Pourtant, nous, on a plus de terre que eux. C'est la force, c'est le travail. Eux, les étudiants au Japon, ça c'est sérieux. Ils vont apprendre ailleurs, ils viennent. Les secrets économiques de l'autre côté, ils viennent. Mais chez nous en Afrique, quand on envoie quelqu'un étudier aux États-Unis, en France, il va, il reste. C'est quand il vieillit, il vient. Eh bien, je viens d'apprendre. Et tu es déjà vieux. Tu vas apprendre quoi aux gens? Tu vas apprendre quoi aux gens? Ils sont... C'est vrai en plus. Donc on dirait que les Japonais sont en va. Ils ne sont pas en va, ils sont économistes, même dans la nourriture. Quand ils mangent, au lieu d'aller payer shawarma, les jobs, non. Il prend café chez lui, il prend un verre de thé, on trouve ça partout, il prend cricket, il mange chez lui. C'est économique. On est dans les mains là, dans les trucs. Moi, les Japonais, c'est le secret qu'il y a là. Et les enfants chez nous se jouent dans la boîte, carton. Petit Japonais, 2-5 ans, il fabrique lui-même son propre jouet. Et c'est ça, eux, ils prennent le pays, ils viennent donner à nos enfants ici, et ils jouent avec. Le Japon, c'est l'économie, c'est des économies, c'est une grande puissance. Mais notre frère qui est déjà allé de l'autre côté et qui revient, bon, il vient avec les secrets. Nous en sommes fiers. Donc, il vient partager ça avec nous. Ça, c'est mon soeur le plus ardent. S'il est arrivé, il partage avec nous. Effectivement, il est arrivé. On te remercie. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle le micro-studio. Nous alternons. De temps en temps, on a le micro-trottoir et par moment, on part pour le micro-studio. Alors, monsieur Kofi Mathieu est à ma droite. Bonjour. Bonjour. La question est la suivante. Que savez-vous de l'économie japonaise? Bon, tous en terminale, on a étudié l'économie japonaise. Tout à fait, comme Silo. Dès le départ, les Japonais ont envoyé les intellectuels à l'étranger pour aller copier le modèle de l'étranger. Et de leur retour, tout cela ont poussé l'économie japonaise. Et c'est le résultat que nous voyons actuellement. Donc c'est une grande puissance économique. D'accord. C'est ce que vous savez de cette économie-là? Ok. D'accord. Ok, ça marche. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre, toujours sur la droite, M. Nguessan Alain. Monsieur Nguessan Alain, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous écoute. Mais pour moi, l'économie japonaise est très, très émergente. Et je dirais même que il devait être deuxième mondialement parce que on constate ce qu'ils font dans le monde entier, ils sont très bons. Et bon, ça, c'est selon vos propres critères? Oui, c'est selon mes propres critères. Donc, je pense qu'à mon humble avis, le Japon devait être deuxième après la Chine. Mais en dehors de cela, qu'est-ce que vous savez? Bon, je sais que techniquement, ils sont prêts et ils ont l'armée qui développe plusieurs capacités en armement. Bon, je pense que bon, c'est un peu ça. D'accord, merci. On respecte votre point de vue. Et sur la gauche, on va prendre Madame Oye Nafi. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes toute ravissante. Alors, qu'est-ce que vous savez de l'économie japonaise? Bon, ce que je sais, c'est que c'est un pays qui a vraiment commencé très bas, un pays qui était vraiment pauvre, mais aujourd'hui, de par leur capacité, la technologie, les portables et autres, c'est un pays qui est vraiment fort et puissant économiquement. Et vous avez très bien dit, c'est la vérité. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
J'ai découvert le mystère du secret économique du Japon. Tel est notre thème du jour. Et notre invité témoin est là. Eh bien, il a quand même, c'est comme s'il était prédestiné à connaître le Japon, parce que quand même, il a quelques traits des Japonais. Enfin, c'est moi qui le dis, hein, je ne sais pas. Vous aurez l'occasion de le vérifier. Il est président international d'Afri-Japan, Afrique-Asie, auteur du livre « Quand le Japon appelle l'Afrique au développement ». J'ai envie de lui dire dès lors, merci pour ce grand thème. Monsieur Ferdinand Bleka nous rejoint sur ce plateau. Voilà. Quand le Japon appelle l'Afrique au développement, voilà. Monsieur Bleka, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce midi. Et on vous a vu, avant de vous asseoir, faire ce geste-là, la salutation, ce geste de révérence pour marquer votre politesse. Oui, c'est la politesse japonaise. Et c'est comme ça qu'ils saluent. D'accord. Et vous ne voulez pas déroger à la règle, hein? D'accord, même si on est dans un pays africain. En tout cas, merci d'être là. Et ce que je voudrais savoir, c'est que vous avez fait des études ici, en Côte d'Ivoire, et à l'université, vous décidez d'aller étudier au Japon. Comment est-ce que vous avez découvert le Japon? Comme tout le monde, à travers les livres ou autrement? Moi, j'ai découvert l'autre Japon, que les Japonais même ne nous présentent pas. Et c'est d'abord la curiosité de faire une découverte, parce que je ne comprenais pas qu'un pays qui a la même superficie que la Côte d'Ivoire, à peu près 388 000 km², et qui a près de 130 millions d'habitants, lesquels habitent sur 60% de la superficie. C'est-à-dire, c'est comme si vous prenez 130 millions d'Ivoiriens et ils habitent, ils vivent sur environ 65% de la superficie de la Côte d'Ivoire. Et de cela, il n'y a que 13% de terres cultivables. Et c'est ce pays-là qui nourrit le monde. On va récapituler. Et au fur et à mesure, c'est sûr qu'on va comprendre comment ça relève pratiquement d'un miracle que le Japon fasse aujourd'hui partie des pays les plus puissants du monde. C'est-à-dire qu'on a une superficie de 388 millions, juste ça. 388 000 km². 388 000 km², pendant que nous sommes à 322 462 km². Mais c'est 60% de cette superficie qui est habitable. 60%. Oui. Et il y a seulement 13% de terres cultivables sur les 60%. Et les autres? C'est occupé par les volcans, de l'eau, les calamités naturelles que vous connaissez, les tsunamis. Et ces informations, est-ce que vous les aviez avant de tenter l'aventure? Non. Avant de tenter l'aventure, ce que je savais, c'est qu'on parlait de la bombe atomique sur Hiroshima, on parlait du développement du Japon, et j'avais quelques informations, mais c'est arrivé sur le lieu que j'ai compris que, attends, ce pays-là est développé, et puis l'Afrique n'est pas développée, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver? Donc vous étiez beaucoup plus poussé par la curiosité. Je suis beaucoup vous vouliez savoir percer le mystère. Et cela n'a pas été facile. Et une fois arrivé au Japon, vous allez justement pour les études, quel est votre constat? Le constat... Déjà associé aux informations que vous venez de nous donner. Associé aux informations que je viens de me donner, ça a été quand même pour moi une surprise. Une surprise parce que j'étais allé dans j'ai invité des maires ivoiriens dans une commune de 30 000 habitants. Et c'était le président, l'actuel ministre du Sport, Amicia, qui était à la tête de la délégation que j'ai invitée. Et cette commune de 30 000 habitants, quand on a demandé au maire quel est ton budget annuel, ça fait 750 milliards de francs CFA. Bon, ça m'a choqué. J'ai dit, mais attends, ils ramassent de l'argent, mais comment ils font? Et donc, j'ai dit, mais vraiment la curiosité était grande, c'est ça qui a fait que je me suis approché d'un adulte, d'un vieux, qui a 84 ans aujourd'hui, et qui était un ancien ambassadeur japonais sur le continent africain. Et je me suis approché de lui pour pouvoir chercher à percer ces mystères. Et donc, dans ce qui est
dans ce qui sort de ces mystères, il m'a dit, Président, nous avons volé le développement. Je dis, mais attends. Il dit, vous avez un atout en tant qu'Africain. Votre atout, c'est que vous avez été colonisé. Il dit, mais vous allez choquer les Ivoiriens et les Africains. Votre atout, c'est qu'on vous a formé dans les écoles occidentales. Est-ce que vos gens, vos devanciers ont eu des bourses d'études pour aller étudier en Europe? J'ai dit oui. Il dit, mais ils ont eu tout. Mais nous, quand on est partis dans ces universités-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'ils nous ont appris une connaissance. Ils nous ont appris un savoir. Mais il y a quelque chose qu'ils ne nous ont pas appris. C'est les savoirs. Et nous avons tout fait pour voler les savoirs. Quelle est la différence, quelle est la nuance entre les deux termes? La différence entre le savoir et les savoirs. Le savoir, c'est la connaissance générale qui les donne sur le développement sur les pays. Les savoirs, c'est comment ils ont fait pour y être là, pour arriver au sommet du développement. C'est les savoirs. Et il m'a dit que prenez quelqu'un que vous envoyez en stage dans une usine de fabrication de boissons en chimie. Ils ne vont jamais vous montrer la composition chimique de leurs boissons. Mais vous montrez toute la chimie. Mais nous, quand on arrive, quand on finit de nous montrer la chimie, on utilise pour chercher à voler la composition chimique de leurs boissons. Et une fois c'est fait, ils vont l'étudier. Et une fois c'est fait, il y a des exemples dans le livre. Par exemple, quand ils vont en un stage, une formation sur l'automobile, ils vont avec les pièces de réchange. Et puis arriver dans le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pris pour fabriquer cette pièce? Quel fil qui rentre dedans? Comment ils ont fait? C'est comme ça. Eux-mêmes, ils ont trouvé ce qu'on ne leur a pas montré. OK. Et quand ils ont trouvé ce qu'on ne leur a pas montré, ils ont dit, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, on va faire de mieux qu'eux. Et quand pour eux est sorti, ils ont la meilleure qualité par rapport à où ils sont allés apprendre. C'est pourquoi ils nous disent... C'est quand même impressionnant. Vos gens ont eu l'occasion d'aller étudier chez eux. S'ils n'ont rien volé, pourquoi vous vous plaignez d'Afrique? Et il m'a donné un exemple. Il dit, vous m'avez dit la fois passée que votre grand-mère, elle prenait des plantes et lorsqu'elle était vivante, on ne faisait pas de césarienne dans le pays. Parce qu'on l'appelait, et elle prend la plante, elle met sur le bas-ventre de la femme, et la femme accouche normalement. Et après sa mort, on ne peut plus le faire. Et puis il m'a dit, vous ne connaissez pas la plante? J'ai dit non, il n'a pas montré à quelqu'un. Il dit, mais vous n'êtes pas curieux. Si c'était nous, les Japonais, au moment où on allait la suivre, doucement, doucement. Quand elle coupe là aussi, nous on coupe. Nous, on va soigner notre femme. Quand ça va marcher là, on plante et puis on fait de ça un jardin derrière notre maison. Et après de cela, on fait des plantations et ça. Donc vous êtes des potentiels milliardaires que votre grand-mère devait vous laisser. Vous avez refusé le développement. Donc si je comprends bien, pour résumer, c'est que nous les Africains, et en particulier nous qui avons profité de la colonisation, je dis profiter parce que vous avez présenté la colonisation comme un atout pour les Africains. Les Japonais sont allés voler le savoir des Européens et nous, aujourd'hui, nous avons l'occasion de le faire. Vous êtes allés voler le savoir des Japonais qui, eux, ont volé le savoir des Européens. Alors, donc, nous, on a un double avantage. Je dirais même un triple avantage. Oui. Déjà, le premier avantage, c'est que nous avons des terres, oui. Nous avons le sous-sol, nous sommes riches, je veux dire, en ressources minières et naturelles. Et voilà, et encore, on a l'occasion d'avoir un Ivoirien, sinon des Ivoiriens, qui vont au Japon. Donc, le savoir que vous avez volé au Japon, associé au savoir qu'on peut voler aux Européens et avec tout ce qu'on a, pourquoi l'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire est encore à ce niveau? Pourquoi la Côte d'Ivoire est encore à la traîne par rapport au développement? Oui, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, je vous dis de ne pas vous inquiéter. Je vais vous donner un secret. On est pressé. Hein? Le Japon a mis 77 ans pour atteindre un taux de croissance de plus 11. Je dis bien avec des difficultés pendant 77 ans pour atteindre un taux de croissance de plus 11. Vous savez combien d'années la Côte d'Ivoire a mis pour atteindre un taux de croissance de plus 11? Non. 17 ans seulement. 17 ans. Avec vous, alors, les pendules du développement sont favorables par rapport à la Côte d'Ivoire qu'au Japon. Alors, c'est vrai, on n'est pas
des économistes, on n'a pas forcément la rhétorique des économistes, mais je veux dire, le Japon, ils n'ont pas de terre comme nous. Sur une superficie, on va dire, de moins de 300 000 km², ils sont 130 000. Et comment se fait-il que eux, ils nous envoient du riz? Moi, ça me choque. Quand je vous entends parler aujourd'hui, ça me choque. C'est plus que choquant. C'est une injure. Pour quelqu'un dont la superficie cultivable est la région des Mans, puisse donner du riz aux États africains pour vendre et financer l'infrastructure. C'est une injure. C'est une injure. Et rappelez-vous, lorsque j'étais invité par le gouvernement du Japon et des Nations Unies pour présenter ces livres-là à la conférence des chefs d'État au Japon, et lors de mon intervention, j'ai demandé aux chefs d'État africains de ne plus venir mendier au Japon parce que c'est gênant. C'est très gênant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si aujourd'hui, les pays africains prennent une décision, parce qu'après tout, c'est une affaire de décision. Le monsieur me disait que dans le livre, il dit, vous voyez, quand vos gens finissent d'être formés dans ces grands pays, quand ils viennent dans votre pays, ils recherchent des postes. Celui qui recherche un poste va avoir un poste. Mais nous, quand on nous revient, on recherche le développement. Celui qui recherche le développement va créer des postes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dévalorisé la fonction politique. Ils ont dévalorisé parce que, vous voyez, c'est le politique qui définit le comportement d'un individu dans la société et l'individu a l'obligation de suivre. Mais lui-même doit être un modèle. Prenez par exemple que... En des termes plus clairs prenez par exemple que si on dit aujourd'hui que les députés, je parle de la Côte d'Ivoire, notre pays, que les députés sont payés à 150 000 francs CFA par mois. Vous pensez que les gens vont s'étudier pour être député? Celui qui va être député, il va pour servir. Parce que c'est qu'il n'a rien à se servir. Or, le développement, c'est un service. C'est pourquoi quelqu'un me dit, c'est pourquoi l'anglais dit fonctionnaire public service, public servant, c'est-à-dire celui qui sert le public. Donc, si aujourd'hui, on veut arriver à se développer, il suffit d'abord de faire la planification de ce développement. Pour dire quoi? Nous sommes en 2016. D'ici 2050, à quel niveau de développement la Côte d'Ivoire va être? Au niveau agricole, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que le pays atteigne l'autosuffisance alimentaire? Et quels sont les moyens financiers et humains que nous mettons à la disposition des chercheurs, des Ivoiriens, des travailleurs pour qu'ils y arrivent? Mais est-ce que vous pensez que tous ces calculs, toute cette planification, là, tout cela n'est pas fait? Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire a mis 17 ans pour atteindre un taux de croissance de plus 11. Ça veut dire qu'en 1977, ces calculs ont été faits et ça a marché. À partir d'un moment, tout s'est écoulé. Et c'est ce mystère que vous allez découvrir dans le livre. Et le plus grand mystère, oui. Là, on a le livre intitulé « Quand le Japon appelle l'Afrique au développement ». Là, vous sentez qu'il y a un grand calme parce qu'on veut, c'est-à-dire qu'avant de vous laisser partir, on veut vraiment saisir le secret des Japonais. Il y a des thèmes techniques que vous utilisez, vous parlez d'économie, vous parlez de finance, vous parlez de planification. Nous sommes bien d'accord avec tout cela. Mais vous avez aussi parlé, sans toutefois insister là-dessus, sur la mentalité des leaders qui doivent apprendre à servir. Quand vous lisez sur la couverture devant vous du livre, c'est écrit en haut, on ne peut pas développer un pays sans transformer les mentalités. Tout à fait. Donc, le problème de l'Afrique, c'est l'éternel recommencement. C'est-à-dire quand quelqu'un bâtit, par exemple, quand vous prenez le Japon, les hymnes nationaux, c'est 1000 ans. C'est-à-dire quand quelqu'un bâtit, celui qui vient, il pose, l'autre qui vient, il pose, le développement est progressif. Mais dans nos pays africains, on reprend tout, on ne continue pas. Or, s'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de développement. Le développement n'est pas discontinu. Je ne suis pas un hyper pour dire que c'est sur moi il va y avoir un développement. Je pose la base. Et c'est ça qui manque beaucoup aux pays africains. La deuxième des choses, c'est que généralement, les gens manquent d'un service, ils manquent le sacrifice. Ils ne veulent pas se sacrifier. Or, quand on veut amener une nation au développement,
Il faut se sacrifier pour cette nation. Au niveau du Japon, est-ce que c'est une frange de la population qui a décidé de se sacrifier ou c'est tous les Japonais qui ont pris conscience de ce que le développement doit passer par chacun d'entre eux et ils se sont mis ensemble pour travailler? Je vais vous dire maintenant quelque chose. Derrière tout succès, il y a un secret. Avez-vous une fois vu les étoiles autour du soleil? Oui. En Afrique ici. Avez-vous vu une fois les étoiles autour du soleil? Non. Derrière tout succès, il y a un secret. Et il y a des choses, quand vous parcourez le Japon par rapport à ces mystères, les premiers qui ont donné l'exemple, c'est les décideurs politiques. Mais nous avons nos, excusez-moi, mais nous avons nos réalités ici. Comment adapter cela? Je vais dire que ce que vous dites, ça va pas être du tout facile pour nous. Nous avons nos réalités ici. Parlant même de facteurs humains, le Japon, je crois, un moment après les crises euro, tout ça, ils ont adopté une politique de natalité. Et c'est nous, on peut faire ça ici. Dis aux gens, faites enfant, vous allez devenir beaucoup. Est-ce que tout ça, on peut... Vous allez découvrir quelque chose que les leaders japonais ont fait, que j'ai apprécié. Ils ont dit, quand ils ont pris la connaissance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé leur propre mentalité. Et eux-mêmes ont adopté la mentalité et ils ont transmis cette mentalité à la population. Et la population a adopté cette mentalité et c'est devenu un comportement. Ça va être difficile ici, hein? Non, mais on n'a pas le choix. On veut être toujours un pays pauvre. On veut bien évoluer. Ou bien on veut évoluer. On n'a qu'à choisir. D'accord. Ce qu'on choisit, il y a des règles. Celui qui ne suit pas les règles, attends, on le met au pas. On ne va pas rester comme ça à pleurnicher, alors que des gens qui ont la superficie de moi nourrissent le monde entier. Et nous-mêmes, on ne peut pas se nourrir. Mais attends, on ne va pas rester dans la honte quand même. Il faut continuer un jour. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Bleka. Quand le Japon appelle l'Afrique au développement, c'est une œuvre de 45 chapitres. Les chapitres sont très, très intéressants, il faut le dire. C'est un texte très, très riche. Merci infiniment. Et il ne faut pas oublier que vous aurez donc une dédicace le vendredi prochain à partir de 16 h au Palais de la Culture à la salle Kojo et Bouclé. Alors, toutes les personnes qui ont soif de savoir, toutes les personnes qui veulent vraiment découvrir tous les mystères et les secrets du Japon sont conviées à cette dédicace. Merci beaucoup. Pour le peu qu'on a reçu, on va commencer déjà par la mentalité, inculquer une mentalité que tout le monde va suivre et puis on va aussi travailler, se mettre au travail comme les Japonais. Merci, Monsieur Bleka, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le thème qu'on développait. J'ai découvert le mystère du secret économique du Japon. Voilà, fin de cette première partie. À tout de suite.